Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Gaëlle Constantini et Maxime Delavallée, qui sont nos invités du jour, pour ce nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'Envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable, qui a été coécrit avec Alice Lehoux et publié par Mango Édition. Alors, ce talk show, il a pour vocation de connecter les professionnels de l'industrie avec le grand public pour leur permettre d'échanger et de co-créer l'industrie de la mode et du textile d'aujourd'hui et de demain pour la rendre plus vertueuse. Alors, notre thème du jour, c'est l'upcycling et la seconde main. L'upcycling et la seconde main, ce sont deux concepts qui sont étroitement liés et qui traitent de l'idée de donner une seconde vie à nos vêtements, nos textiles et accessoires de mode de deux façons différentes. Alors, ce sont deux procédés qui ont pour but de réduire la production de matières premières et aussi de limiter l'impact sur l'environnement. Alors, on va parler en premier lieu de la seconde main. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà de l'époque médiévale. On parlait de friperie déjà à ce moment-là, sous forme de boutiques ou de marchands ambulants, alors que le prêt-à-porter n'existait même pas encore. Alors, ce marché est aujourd'hui en pleine expansion. Il est évalué entre 25 et 34 milliards d'euros, ce qui représente environ 2% du poids total du secteur de la mode et du luxe. Il faut savoir que d'ici 5 ans, il va évoluer environ de 15 à 20% chaque année, selon le cabinet Boston Consulting Group. Donc, on voit vraiment que c'est un marché qui devient tendance et qui se démocratise grâce à des plateformes comme Crush-On, dont on va parler aujourd'hui, ou encore des marques et des enseignes, des chaînes qui créent des espaces seconde main dans leurs magasins. La deuxième partie de notre talk show, ça va être autour de l'upcycling, pendant le talk show. Donc, l'upcycling, c'est quoi? C'est le surcyclage en français. Donc, c'est l'idée de récupérer des matériaux ou des produits dont on ne se sert plus pour créer des objets ou produits de qualité supérieure. Donc, quand on upcycle, on réutilise en s'appropriant l'objet d'origine pour lui donner une nouvelle vie haut de gamme et souvent très, très éloignée de sa première vie. Donc, un exemple qu'on retrouve souvent, c'est par exemple un rideau ou un drap qu'on va transformer en robe, par exemple. Alors, le terme upcycling, il est apparu dans les années 90. Donc, c'est un ex-ingénieur, Rainer Pilz, qui a été reconverti en architecte d'intérieur, qui opposait le recyclage traditionnel, c'est-à-dire qu'on détruit tout, et qu'il appelle downcycling à l'upcycling, où justement, les produits inutilisés gagnent de la valeur au lieu d'en perdre. Il faut savoir que cette pratique, elle est née dans les pays en voie de développement, pour lesquels il était plus compliqué d'accéder aux biens de consommation. Et aujourd'hui, les pays développés se sont appropriés ce concept. Et aujourd'hui, on se met à récupérer et à valoriser des objets. Alors, on va aborder ces deux thématiques en profondeur aujourd'hui avec nos invités du jour. Donc, deux entrepreneurs qui sont engagés dans le développement d'une mode plus éco-responsable. Donc, d'un côté, on a Gaëlle Constantini. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir à tous. Alors, tu es fondatrice de la marque de mode éco-responsable éponyme, Gaëlle Constantini. Donc, tu as été lauréate du concours Jeune Créateur du Who's Next en 2011. À l'époque, tu étais donc une des pionnières de la mode éco-responsable avec un projet de marque éthique basé sur le recyclage de vêtements et le linge de maison. Et c'est plus tard que tu as décidé de lancer ta marque, du coup, Gaëlle Constantini. Alors, l'ambition de ta marque, c'est vraiment d'utiliser le surcyclage. C'est l'essence même de ton entreprise. Et tu l'utilises dans le but justement de réduire les déchets. C'est un outil d'approvisionnement pour toi. Tu souhaites aussi relocaliser la production en France et tu travailles avec des ateliers d'insertion et notamment, tu utilises l'éco-conception pour créer justement. Exactement. Et donc, ta marque, elle est en plein essor, donc tu vas nous en parler bien évidemment en détail. Et fort de tes expériences, tu as développé une masterclass en fait autour de l'upcycling qui est aussi bien dédiée aux novices qu'aux grandes enseignes ou aux institutions. C'est bien ça. Voilà. OK. Et de l'autre côté, on a Maxime Delavallée. Bonsoir Maxime. Hello, bonsoir à tous. Voilà, donc toi, tu es cofondateur de Crush-On, donc c'est une marketplace de mode de seconde main premium. Et donc toi, tu as pour ambition d'utiliser la technologie pour diffuser à grande échelle des nouvelles normes de consommation responsable. Et c'est pour ça que tu t'es associé justement avec Hélène et Camille pour fonder la marketplace Crush-On en 2018. Et donc vous, votre vocation, c'est vraiment de démocratiser la mode circulaire et donc l'achat de vêtements seconde main en connectant les friperies et les créateurs éco-responsables à des personnes qui sont justement amateurs de vintage grâce à cette plateforme et vos événements que vous avez appelés les Crush-On Vintage Markets. C'est bien ça? Exactement. Tu vas me connecter à tout consommateur activiste dans le monde d'ici quelques années. Voilà, au fur et à mesure,
de plus en plus de personnes s'intéressent justement aux secondes mains, c'est ce qu'on va voir. Donc, tous ceux qui nous ont rejoints, bonsoir. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre en fin de talk show. Et là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vous propose dans un premier temps de présenter vos concepts. Gaëlle, si tu veux bien commencer et nous présenter l'histoire, le projet Gaëlle Constantini, si tu veux. Et puis, je vais partager ton site. Comme ça, on va voir concrètement en quoi consiste ton univers. Ok. Eh bien alors, bonjour à tous. Bonjour Natacha et merci infiniment pour ton invitation. Je dois dire que c'est toujours un plaisir d'échanger sur ce sujet parce que ça montre une vraie multiplication des solutions à apporter aux problèmes de la pollution liés à l'industrie textile. Et bonjour Maxime, j'ai été ravie en tout cas d'échanger avec toi et de prendre connaissance de ton projet Crochan, que je trouve extrêmement frais et moderne. Et du coup, pour le vintage, c'est quand même assez cool de retrouver des projets jeunes et ambitieux comme ça. Donc la marque Gaëlle Constantini, elle a été imaginée il y a 12 ans maintenant. J'ai refait le petit calcul, mais j'ai déposé Gaëlle Constantini en 2009. Et donc, c'est né vraiment du constat de… Alors, attends, parce que j'ai un… Ah, du coup, j'ai un petit problème d'affichage. Attends. Hein. Pardon, hein, je suis désolée, mais du coup, je vous vois… Tu vois l'écran avec le site? Ouais, et ben, je ne vous vois plus. Ah bon? Ah mince. Je vais Bon, le nous, faire. on te voit en tout cas. Vous voyez? Oui, vas-y, on t'entend et on te voit. Donc, tu peux continuer. Ok, bon, bah, alors je continue. Donc, c'est vraiment en arrivant à Paris que je me suis du coup intéressée aux friperies antiquités et brocantes qui existaient beaucoup dans la capitale. Et c'est vraiment parti de ce constat qu'il y avait énormément de textiles, donc il y avait aussi bien énormément de vêtements, mais aussi beaucoup de housses de couette, de draps, de thé d'oreiller, de rideaux, notamment chez Guérissol. Et je me suis dit qu'il était finalement pas nécessaire de créer de la nouvelle matière, mais plutôt de se servir de celle-ci pour pouvoir créer des nouveaux vêtements et des nouvelles collections. Donc aujourd'hui, la marque, elle a vraiment évolué pour devenir un vrai projet global de développement durable textile. Il repose sur 4 piliers fondamentaux que j'essaie en tout cas de revendiquer et de garder comme ADN propre de la marque. Donc on travaille sur l'éco-conception en premier lieu, c'est-à-dire qu'on va imaginer tous les modèles pour qu'ils génèrent le moins de chutes possible à la production et à la confection. Donc, ça veut dire qu'on va des fois se défaire de certains détails esthétiques qu'on aurait adorés, mais qui génèrent trop de tissu à la coupe. Et donc, on va pas les mettre sur le vêtement. Ça va être aussi utiliser essentiellement des matières naturelles, donc du coton, du lin, de la soie quand on en trouve, de la laine. Et on essaye de ne pas privilégier effectivement le polyester, l'acétate, toutes ces choses-là qui génèrent quand même beaucoup de pollution. Et on va aussi créer des vêtements qui vont avoir une vraie durabilité dans le temps parce que ça va être adaptable sur plusieurs tailles. De se dire que si une personne prend ou perd du poids, elle n'a pas à changer de vêtements, elle peut conserver son dressing. Donc ça, c'est toute l'idée de l'éco-conception. Après, en termes de matière, on a décidé d'utiliser que des matières qui étaient destinées à être jetées. Donc, ça veut dire que ce sont des matières de seconde main comme des draps d'hôtel qui ont une durée de vie extrêmement limitée. Mais ça va être aussi des défectueux de maisons françaises ou qui ont subi une détérioration à la production en termes de teinture. Donc, on va pouvoir travailler avec la maison Thévenon notamment et le Jacquard français, qui sont des maisons qui fabriquent encore en France. Après, on va du coup se dire qu'on va fabriquer tout en France de manière très locale pour avoir un vrai échange avec les ouvriers du textile et nos charmantes petites couturières qui se trouvent à Calais sous l'enseigne Concept Insertion.
et avec qui on a développé vraiment un vrai partenariat depuis 2017 et qui sont en charge de toute la production, de toutes les collections Gaëlle Constantini depuis. Et on s'est dit qu'on allait aller encore plus loin et qu'on allait partir du principe de l'économie circulaire et donc de pouvoir maîtriser vraiment la fin de vie de notre produit. Donc, on propose à nos clientes, si elles le souhaitent et si malheureusement elles se sont lassées de leurs vêtements, chose que je ne souhaite pas, mais chose qui peut arriver, eh bien, de pouvoir nous les renvoyer pour que nous, on puisse eh bien, faire appel à nos circuits de recyclage, où on va les donner à des associations pour des braderies solidaires, où on va les transformer pour en faire des nouveaux vêtements ou des accessoires, où on va les donner à la fibre du tri qui va, eux, pouvoir eh bien, les défiler pour en refaire du fil. Donc, histoire que rien ne soit jamais perdu dans la nature et qu'on puisse maîtriser la fibre, en tout cas, pour qu'elle ne pollue pas. Donc aujourd'hui, on est présent dans plusieurs boutiques de distributeurs en France, mais aussi à l'étranger, au Japon, au Mexique. Aussi sur le web avec notre e-shop qui marche de mieux en mieux et plusieurs marketplaces. Voici le projet dans son intégralité. Et à l'international, hein, c'est Ouais. ce que tu disais, entre la France, le Mexique, Et le Japon. Voilà, Et le Londres Japon, aussi. ouais. Ok. Est-ce que tu voulais qu'on montre quelque chose sur ton site? J'ai un peu montré le site en même temps que tu parlais, mais est-ce que tu aurais voulu qu'on montre quelque chose en particulier? On explique vraiment la vision de la marque dans l'onglet mission, notamment. Et Ouais. voilà, et après, faut savoir qu'on met aussi à la fin de cette page ce que l'on recherche. Donc, si des gens veulent se débarrasser de certaines choses, ils peuvent aussi prendre contact avec nous pour qu'on puisse les recycler. Alors, la partie mission, donc c'est de ça dont tu parles, c'est ça? La vision, ouais, ok. Donc, il y a une petite Ouais. vidéo pour ceux qui ont envie de regarder. Tous les engagements sont présentés sur ton site, les ateliers Avec les d'insertion. différents acteurs qui nous accompagnent, les labels aussi. Et voilà, et cette année, on a fait des manteaux avec des anciennes couvertures. Donc, on a demandé aux gens si vous voulez se séparer de leurs anciennes couvertures, puisqu'aujourd'hui, tout le monde ne jure que par la couette, eh bien, on pouvait les récupérer. Ok. Bah, merci beaucoup de nous avoir présenté ta vision de cette belle marque qui date depuis. Moi, je t'ai rencontré à l'époque, c'était au début. C'était sur une vente éphémère. Donc, c'était le démarrage. Donc, on voit l'évolution. Donc, c'est encourageant aussi de voir que les projets éco-responsables perdurent en fait aussi. Parce que parfois, on peut se dire, bon, c'est quand même, on verra les contraintes Oui, de l'upcycling, tu nous en parleras. Donc, c'est encourageant de voir que c'est possible de perdurer en fait et de se développer. Donc, oui, complètement. Ouais. Il suffit, je pense, d'avoir une vision claire et d'être aussi en résilience face à ce qui arrive et d'être une petite structure, en tout cas, ça nous permet une mobilité extrême aussi pour pouvoir et se développer et changer de modèle. s'adapter, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, merci Gaëlle. Et toi, Maxime, est-ce que tu peux nous partager l'histoire de Crush On, nous raconter l'origine, comment c'est né ce projet? Et puis, pareil, je pourrais montrer le site, tu me dis. Ouais, carrément. Et puis, j'en profite aussi pour te remercier, Natacha, pour remercier aussi Gaël pour la qualité de cet échange, ou de ces échanges, du moins, qu'on a déjà eus. C'est en tout cas toujours un plaisir de pouvoir échanger sur le sujet, et on en a bien besoin ces derniers temps. Alors, par rapport à Crushon, du coup, tu l'avais plutôt bien décrit, Natacha, c'est vraiment la marketplace de mode de seconde main premium. On va vraiment aller rassembler tous les définisseurs de tendance de la mode de seconde main. Il va y avoir des friperies, des créateurs upcycling, des chineurs, des chineuses indépendantes aussi. Vraiment tous les meilleurs professionnels de la mode circulaire qui vont être réunis sur le site, sur la plateforme. L'objectif est justement d'aller démocratiser la mode circulaire à grande échelle, en allant répondre en fait à un nouveau triptyque de consommation qu'on observe de plus en plus souvent, notamment chez les jeunes, les Gen Z et les millennials, qui comptent pour plus de 85% de notre communauté.
coup les jeunes. Et donc ce triptyque va aller se reposer sur donc ces 3 aspects qui vont être à la fois un achat responsable de la mode. Maintenant, les nouvelles générations comptent de plus en plus sur la responsabilité et la soutenabilité d'une marque. À la fois aussi un prix honnête, abordable, authentique, ouvert à tous. L'idée est de pouvoir aussi, de cette manière, démocratiser la mode circulaire à grande échelle. Et puis, le dernier aspect, c'est aussi l'unicité stylistique qui est de plus en plus recherchée. On en a un peu marre petit à petit des formats uniformisés, tout le monde qui porte la même chemise, les embrouilles, parfois avec, un ami qui a acheté exactement le même t-shirt, dans la même marque de fast fashion. Donc, on essaie en fait de répondre à ce nouveau triptyque de consommation en allant justement rassembler tous les acteurs professionnels de la mode circulaire. Donc en fait, à travers cet objectif de base, je dirais structurant, on va avoir notre mission à plus long terme qui est de supprimer à tout jamais en fait le gaspillage textile. Aujourd'hui, on a plus de, alors c'était les chiffres de la Fondation Ellen MacArthur qui était de 2016 ou 2017, mais on avait 63 milliards à l'époque de tonnes de vêtements qui étaient produits chaque année. Je pense que ça a encore augmenté depuis. Ça représente quasiment 79 milliards de mètres cubes d'eau qui sont consommés chaque année pour l'industrie de la mode. Ça en fait une des industries les plus polluantes. Et là-dessus, ça génère aussi beaucoup de gaspillage textile avec beaucoup de matières premières qui sont perdues et parfois très peu utilisées. Donc en l'occurrence, c'est vraiment le but à terme de pouvoir finalement remplacer la première main qui est sur certains aspects pas forcément utiles ou sur certaines méthodes de production et de fabrication pas forcément utiles et qui pourraient être remplacées par de la seconde main dans son ensemble. Donc on avait lancé ça à l'origine en 2018, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi, avec mes 2 associés, donc Ilham et Camille, que je salue ce soir. Et, et donc on a lancé ça sur un schéma assez événementiel, c'était en parallèle de nos études, on était encore à Sciences Po avec Cam à ce moment-là. Donc on a structuré vraiment cette première communauté, je dirais de quasi-activistes, aussi bien côté vendeurs que les acheteurs sur Crochon en ligne et en event. C'est comme ça qu'on a pu rencontrer la bonne première partie des vendeurs aussi de la Crochon Family donc. Et en 2019, on a accéléré sur le segment digital, étant donné on commençait à se rapprocher de la fin de nos études et ça répondait au mieux à notre objectif primaire qui était de démocratiser la mode circulaire à grande échelle. On avait besoin d'utiliser cet outil numérique pour aussi proposer davantage de visibilité, accompagner des acteurs qui ne sont pas forcément beaucoup digitalisés à l'origine. Je parle notamment des friperies physiques, dans lesquelles on traînait pas mal avec Ilham et Camille depuis qu'on se connaît. Et donc, à partir de septembre, donc, grosso modo, la deuxième moitié de l'année 2019, on s'est vraiment concentré là-dessus avec la mise en place de nouvelles fonctionnalités, de stratégies de croissance aussi, aller chercher de plus en plus de vendeurs et à intégrer sur la plateforme. Et donc depuis septembre, septembre 2019, on connaît une croissance qui est assez forte avec quasiment un doublement des volumes tous les trimestres. Ce qui nous permet maintenant de commencer à penser à l'avenir et on pourra en parler un peu plus tard, mais l'idée étant toujours de répondre à ce nouveau challenge qui va être d'aller en même temps allier cette unicité stylistique, un prix aussi qui est responsable et un acte responsable in fine, tout en ayant aussi une capacité à monter en échelle et à aller toucher tous les consommateurs activistes dans le monde. Donc ça va être ce gros challenge industriel aussi qui va devoir être réglé à un moment donné. Ok, merci de nous avoir partagé les coulisses de ce projet. J'ai montré pendant que tu parlais le site. Alors, je ne sais pas si tu voulais qu'on montre quelque chose d'autre entre. Bon, c'était très clair. Ok. Et finalement, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la seconde main, l'upcycling, Gaëlle? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'upcycling? Mais je crois que c'est arrivé assez naturellement. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, entre Marseille et Aix. Et c'est vrai que là-bas, il n'y avait aucune culture de la fripe et de la seconde main, si ce n'est des entrepôts de stock militaire. Et donc, c'était vraiment pas répandu. Il n'y avait pas de culture comme ça de savoir, quelles étaient les années des différents vêtements, etc. Et c'est quand je suis arrivée à Paris en 2008, où j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était, ce que ça représentait, l'énergie aussi que ça pouvait véhiculer. Et
Et je suis vraiment venue pour découvrir, voir et observer la mode à la capitale. Et je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement intéressant, en fait, de se servir de ça. Et en plus, financièrement, c'était pas non plus l'explosion. Et donc, c'était des choses qui étaient relativement bon marché. Et donc, j'ai pu comme ça commencer, en tout cas en trouvant une matière première qui était d'extrêmement bonne qualité. D'un point de vue artistique, c'était très enrichissant. Et en plus, j'allais apprendre les matières, les coupes-coutures avec des produits qui étaient très abordables. Donc, c'est venu vraiment très naturellement. Je me suis même demandé pourquoi il n'y avait pas plus d'artistes qui se lançaient dans cette voie-là, parce que c'était vraiment créé, d'un point de vue créatif, en tout cas, c'était très riche. Mmh. Et, c'est vrai que je suis très nostalgique en fait de cette période où, je pouvais prendre un vêtement, vraiment aimer un détail ou une matière, aller le déconstruire totalement et du coup mettre à plat certains patrons, regarder un petit peu comment c'était monté, parce qu'à l'époque je faisais une formation de styliste modéliste par correspondance. Et c'était vraiment une base en fait de tout mon travail et c'est ce qui a donné aussi, la forme de mes vêtements aujourd'hui. Mais c'était vraiment un constat de se dire: «Il y a trop de choses, Mmh. elles sont à notre portée, aussi bien physiquement mais économiquement» et ça a été vraiment un parti pris, de me dire que c'était une solution écologique aussi, Mmh. à cet amoncellement de textiles qui arrivait partout. Donc c'est venu assez naturellement et ça a vraiment été un vrai, procédé et une vraie base, en tout cas dans tout mon processus créatif. Et à contre-courant finalement à cette époque-là de l'industrie, de la mode, quoi. Ah oui, complètement. Tu étais déjà, voilà, et ça fait quoi justement d'arriver sur, le marché de la mode avec un concept complètement à contre-courant? Comment tu t'es sentie, quand tu l'as lancé ta marque à ce moment-là? Bah, unique comme mes vêtements et Voilà. du coup c'était assez ambitieux, mais moi j'aime bien, je suis pas vraiment suiveur dans ma vie, dans ma vie en général. Donc j'aime bien, proposer des choses, améliorer les choses, être vraiment, avoir un vrai message. Je crois que c'est ça le sens que j'ai donné à ma vie en tout cas Mmh. et donc ça va très bien avec mon métier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens me disaient, mais Gaëlle, tu te rends pas compte, tu es en train de nous vendre une jupe et certaines personnes ont dormi dedans. Alors je leur disais, c'est encore mieux parce que certaines personnes y ont fait l'amour. Est-ce que tu te rends compte de cette dose d'énergie, du coup, qu'on véhicule? Donc c'est magnifique et il faut s'en servir. Et c'est vrai que ce discours-là, à l'époque, c'était un peu alambiqué et c'était pas facile de le porter, mais aujourd'hui, ça rencontre un vrai écho et c'est formidable. Mmh mh. Tout à fait. Mmh. OK. Bah, merci pour ton partage et toi Maxime alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la seconde main avec tes associés? Ouais, avec Ilham et Cam, à l'origine, on était quand même, très friands de friperies, on allait souvent dans les friperies en fait, même on passait nos week-ends, on se connaît depuis le lycée avec Ilham, depuis les premières années d'études supérieures aussi avec Cam. On passait beaucoup nos moments, free dispo, dans les friperies, notamment à Paris et donc c'est un peu comme ça on est rentré petit à petit dans ce «milieu-là» entre guillemets. Après, ça venait aussi du background d'Ilham et Cam qui ont quand même étudié aussi dans une école de mode, qui avaient beaucoup de projets, académiques/professionnels autour de la mode et qui se sont rendus compte au fur et à mesure où elles avançaient dans leurs études que, il y avait quelque chose qui tournait pas forcément très rond. On avait d'un côté une quantité énorme de vêtements, qui continuaient à s'amasser, avec une qualité certes qui diminuait, mais tout de même, suffisamment de vêtements de qualité sur la planète pour habiller, toute la planète entière sur plusieurs générations. Et de l'autre, on avait une industrie qui justement ne se transformait pas et qui devenait totalement non viable d'un point de vue socio-environnemental. Et là-dessus, ça a nourri, petit à petit, donc elles ont pu développer cette conscience, que moi à l'origine j'avais même pas forcément, j'allais souvent en friperie plus pour l'aspect stylistique et puis pour le prix. Forcément quand on est jeune et étudiant, c'est toujours plus compliqué. Mais là-dessus, elles avaient développé cette première conscience et quand on
on s'en est en fait rendu compte et qu'on avait justement la capacité d'aller accompagner des acteurs qui n'étaient pas forcément très digitalisés. Il y avait certaines friperies, certaines super friperies à Paris, comme Lumière, Le Coffre, qui n'avaient même pas de référencement en ligne sur Google. On s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire et c'est fait un levier là-dessus, montrer aussi, mettre en valeur le travail de certaines boutiques physiques ou même de certains vendeurs indépendants. Et donc on s'est lancé comme ça avec la volonté au début de rassembler tout le monde lors d'événements assez grands et puis très festifs. Donc ça Plus de 5000 personnes, c'est ça, hein, je crois. Oui, sur certains événements, c'est vrai que c'était assez Wow. costaud. Là, on Ça s'est l'imagine un passé où? peu. Du coup, c'était où ces événements qui Ouais. rassemblent autant de... On a été un peu partout dans Paris, notamment, au Point éphémère. On est allé aussi à la Cité de la Mode avec le Wanderlust, qui nous offrait pas mal Ah de... ouais, super. On a fait aussi Who's Next avec Impact, notamment l'an dernier, en 2019. Alors, c'est vrai que l'année dernière, ça a été un peu plus compliqué, forcément, avec le contexte, mais on a quand même pu en organiser certains. Les événements ont vraiment lancé cet esprit, nous ont permis vraiment de rencontrer un maximum de personnes. Et puis, puis petit à petit, on s'est aussi reconcentré sur la partie en ligne, parce qu'on savait que derrière, il y avait aussi une réelle nécessité pour l'industrie aussi d'aller se projeter sur le en ligne, d'avoir de la visibilité en ligne et puis de mettre en avant aussi leur création et leur travail directement sur Internet. Et donc, c'est là-dessus où maintenant on évolue de plus en plus vers une sorte de format de boîte tech, mais on restera toujours une boîte de mode de seconde main, une boîte de mode circulaire, une boîte engagée aussi. Et l'idée à terme est de pouvoir créer vraiment une entreprise déjà, puis ensuite une société qui sera un peu hybride, utilisant la technologie pour aller démocratiser une mode meilleure. Ok. Bon, bah super. Et dis-moi justement, concrètement, qu'est-ce qui vous différencie de votre offre de plateforme par rapport à Vinted ou encore Emmaüs? Ouais. Qu'est-ce qui vous différencie? Ouais, alors pour Emmaüs, je n'ai pas forcément de point, mais sur Vinted, surtout par rapport à Vinted, on va vraiment aller sourcer des vendeurs professionnels, déjà de base. Donc il y aura un premier gros fil qui va se faire au niveau du professionnalisme des vendeurs. Là-dessus, l'idée est de pouvoir en fait proposer une sélection qui a été chinée rigoureusement sur des critères à la fois alliant la qualité, la durabilité, mais aussi le style. Et donc, à la différence de Vinted où ça peut être un peu un fourre-tout où beaucoup de particuliers vont aller mettre des vêtements de fast fashion typiquement ou des vêtements qui mettent plus ou des vêtements abîmés, nous, on va vraiment aller imposer réellement aux vendeurs, et il y a même un premier fil de sélection dès le début, imposer aux vendeurs une certaine qualité qui va ensuite être proposée au client final. Et donc, par rapport à tout ça, on est ensuite en mesure d'aller proposer aussi un service client plus à l'écoute, plus à même de répondre aux attentes des clients finaux. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on cherche à se différencier, avoir une qualité de vêtement qui est supérieure et en même temps une possibilité de répondre à un critère environnemental qui est aussi important. On ne veut pas devenir une sorte de relais de la fast fashion. On ne veut pas se Mmh. trouver comme une plateforme qui va mettre en ligne des vêtements de fast fashion qui ont été achetés puis aussitôt revendus quelques semaines, voire parfois jours après. Non, nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des vêtements de qualité, des vêtements vintage et puis potentiellement même plus tard des vêtements futurement vintage quand on aura atteint la fin des années 2020. En tout cas, pourquoi pas même à un moment intégrer des pièces Gaël Constantini qui auront été peut-être reperdues dans le marché tertiaire, etc. Mais en tout cas, arriver à vraiment sourcer que des produits de qualité. Il y en a énormément, il faut s'en rendre compte. On nous a souvent dit, oui, vous n'avez pas peur que finalement le marché ne soit pas assez gros pour habiller tout le monde, etc. Chaque année en France, c'est plus de 250 000 tonnes de vêtements qui sont recyclés. Et là-dessus, on va en avoir quasiment un bon 10% qui sont de très bonne qualité et qui sont, en plus de ça, totalement. On n'a même pas besoin de les reconditionner. C'est juste un petit coup de lavage et on peut les remettre en l'état sur le marché. Donc, et ça, c'est chaque année. 25 000 tonnes chaque année, ça représente quand même beaucoup de vêtements qui sont aussi actionnables. C'est pour ça que vous dites que vous êtes une plateforme premium, c'est-à-dire que votre offre, voilà, elle est quand même un certain standing de qualité. Alors, on n'est pas forcément sur du standing, c'est plus premium dans la qualité en l'occurrence. Voilà, oui, oui. Donc quand je disais ça, c'était par rapport à la fast fashion en fait. Oui, exact, non, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est premium sur la qualité. Après, on n'est pas premium sur le prix. Le prix reste quand même très Oui, ouvert. oui. Alors, bien sûr, un trench Burberry des années 90 ne va pas être à 10 euros.
C'est sûr. C'est vrai que ça sera toujours compliqué. On a vu parfois certains messages où les gens cherchaient des French Burberry à moins de 50 €. C'est forcément compliqué quand ils sont en bon état. Mais en l'occurrence, on peut avoir des produits aussi qui sont très abordables à parfois 10 €, voire moins, et qui permettent aussi à tout le monde d'y trouver son compte. L'idée est vraiment de pouvoir rassembler, c'est ça, tous les acteurs pour avoir aussi une panoplie assez large, en allant proposer ensuite à chaque individu exactement ce qu'il recherche dans la seconde. Mhm. C'est vrai que moi, quand j'ai débarqué à Paris, je Ouais. suis tombée sur des pièces, mais c'est une folie. Hein. Mais j'ai mon trench Burberry, hein, je l'ai trouvé en friperie. J'en ai un Saint-Laurent. Et à l'époque, moi, j'allais chez Dingue Fringue, par exemple. Et c'est fou, quoi, parce que j'ai upcyclé. Je le ferai peut-être pas aujourd'hui parce que je crois que je n'aurai pas le courage. Mais j'ai upcyclé des vestes Saint-Laurent, Dior, des robes Ungaro. Enfin, il y avait quand même beaucoup moins il y avait du CA, mais il n'y avait pas encore Zara, H&M, etc. Tout ça venait d'arriver. Et du coup, on trouve vraiment des vêtements, mais de la couture, quoi, à des prix. C'était affolant, quoi. C'était presque mon appartement n'était pas assez grand pour tout stocker. C'est Donc, vrai quand j'étais on parle avec enthousiaste. des recycleurs ou même des grosses friperies qui vont vraiment aller sourcer aussi à grande échelle, il y a un vrai problème en France aussi dans le niveau de qualité qui commence à diminuer Ouais. en termes de recyclage. Alors ça vient bien sûr de la production de la fast fashion, mais même les nouveaux acteurs typiquement comme Vinted commencent à assécher aussi parfois certains canaux de distribution avec des gens qui préfèrent aussi du coup plutôt que de mettre de recycler tout simplement leurs vêtements, les remettre en ligne, ou alors tout simplement, même finissent par juste ne plus les recycler. On commence un peu à short-coter, certains des acteurs français du recyclage et il y a un gros enjeu là-dessus, c'est qu'on veut aussi soutenir, un tissu commercial qui est assez fort parce que Gaël, tu le soulignes bien, il y a quelques années, c'était pas forcément comme ça. On n'avait pas les mêmes prix ni la même qualité et malheureusement, si on fait rien aussi derrière, c'est des enjeux industriels qui sont en place, Mm. là. Ok. Et si on parlait de l'image, en fait, aussi de tout ce qui est seconde main et upcycling, c'est vrai qu'il y a quelques années, ce n'était pas toujours valorisant, finalement, d'aller en friperie ou d'acheter de la seconde main, alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est devenu hyper tendance. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a changé, selon vous? Qu'est-ce qui fait que les comportements de consommation sont différents? Gaëlle, tu veux nous partager ton point de vue? Alors moi, j'y ai réfléchi quand on en a parlé la dernière fois, et c'est vrai que je me suis dit qu'avec l'arrivée de la fast fashion, on nous a proposé en tout cas des styles extrêmement différents plusieurs fois par an. Donc, on pouvait être tantôt rock, tantôt écolière, tantôt petite fille de bonne famille. Et je crois que les gens s'en sont, et j'espère en tout cas, lassés un peu et qu'ils essaient de retrouver finalement des pièces qui sont plus uniques. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans le vintage ou dans des marques upcycling où, comme nous, on a très peu de quantité par modèle. Après, je pense que c'est aussi sans doute par rapport au prix. Et à l'époque, ce qui était finalement le vintage, il était un peu réservé ou effectivement à des étudiants qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, ou à des artistes ou à des gens surlookés. Enfin, c'était vraiment ces catégories-là de gens qu'on voyait dans les friperies. Et aujourd'hui, eh ben, moi, j'y vais toujours hein, et je m'habille principalement encore en friperie ou en marque upcycling. Eh bien, il y a toutes les catégories qui sont représentées au sein même d'une même friperie, quoi. Tous les gens ont pris possession de ça, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté pièce unique où on se réapproprie un style. Et sans doute, comme tu l'avais dit la dernière fois, Maxime, le fait qu'aujourd'hui les gens comprennent et savent les enjeux de la pollution textile et qu'on ne peut plus faire comme si on n'était pas au courant, quoi. Donc, si tu continues à acheter, ça va peut-être être dur ce que je vais dire, mais tu es complice. Tu es complice de tout ce qui se passe. Et ça, bah, faut réussir à vivre avec après.
Ouais. Ouais, puis en l'occurrence, c'est ça, c'est que quand on achète un t-shirt à 5 €, il y a forcément quelqu'un d'autre qui le paye en Mm, partie. Euh, c'est sûr. c'est pas Avec quelqu'un la d'autre du planète. public, c'est la planète. Il y a forcément un enjeu aussi là-dessus de responsabilité qui doit être pris en compte par les consommateurs. Euh, D'ailleurs, d'où l'intérêt de la discussion ce soir, à mon sens. Mais en l'occurrence, tu soulignes un très bon point et ça répond en fait même à ce nouveau triptyque qu'il y a de consommer, qui va vraiment être basé sur cette unicité stylistique qui est très importante. Avant, il y avait plus cet aspect prix qui primait. C'est vrai que nous, de plus en plus, on a senti la première communauté de fidèles chez Crushon était beaucoup plus axée sur le style. Là, on a de plus en plus de personnes qui viennent maintenant, alors ça commence à faire un certain temps, depuis 2019, c'est plus une communauté axée sur l'écologie. Et de plus en plus maintenant, on commence à avoir des gens aussi pour l'aspect prix qui arrive. Et donc, on a vraiment ce nouveau triptyque qui se met en place. Mm. Après, il y a cette nécessaire, à mon sens, professionnalisation du secteur qui va devoir s'enclencher aussi. Sur Vinted, on voit que par exemple, les vêtements ne sont pas toujours très bien présentés. Il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions ou alors des photos prises un peu à l'arrache. Il n'y a pas forcément d'univers aussi derrière. Quand on voit, même là sur le site rapidement de Gaël, on voyait déjà qu'il y avait un vrai travail au niveau de l'univers, de la mission. La mission est bien pensée. Il y a un vrai objectif aussi, un enjeu de pérennité dans le long terme. Et donc là-dessus, ça sera important que toute l'industrie et tout le secteur se professionnalise encore et encore pour être en mesure d'aller proposer cette qualité qui manque encore assez cruellement sur le secteur, à mon sens. Et plus les acteurs vont se professionnaliser, les acteurs commerçants vont se professionnaliser, plus on sera en mesure d'aller démocratiser cette mode à grande échelle. Mm. Et je suis d'accord avec toi parce que tu vois, la boutique Aux Lumières, elle est dans mon quartier. Ouais. Et elle paye pas trop de mine en fait quand tu passes Ouais. devant. Et je trouve que c'est bien que vous puissiez valoriser justement aussi les friperies parce que c'est pas toujours très, comme tu dis, professionnel ou bien présenté. À part, il y en a une autre qui est the Queen ou My VIP qui est dans le. Je sais pas si tu vois laquelle. Ouais. Voilà, qui est très chic. Enfin, tu rentres, ça donne envie quoi. Donc, c'est aussi, je pense, la présentation qui Tout à va fait. aussi donner envie encore plus aux personnes d'aller vers la seconde main. Tout à fait. Ouais, il y a vraiment cet enjeu. Et en ligne aussi, typiquement, quelqu'un qui va prendre ses photos à l'arrache, on s'en rend compte, quelqu'un qui va porter ses vêtements, bien prendre le temps de les décrire, etc., va vendre beaucoup mieux, va faire beaucoup moins de retours, et puis il va même satisfaire beaucoup plus ses clients. C'est important d'avoir aussi cet aspect de présentation qui est pris en compte, parce que forcément, il y aura une professionnalisation qui est nécessaire à un moment donné pour diffuser aussi le message. Je pense que ça y contribue énormément. Oui. Pourquoi est-ce que les gens s'y adonnent de plus en plus? Parce que le secteur est en bonne voie. Il faut encore que ça s'accélère, mais c'est en bonne voie. Mm. Ok. Je vous propose que maintenant, on passe dans la découverte des coulisses des fonctionnements de vos projets, plus en détail. On va commencer avec toi, Gaëlle, justement, pour voir le cycle de vie d'un vêtement de ta marque. Donc, tu as Mhm. déjà un petit peu abordé ta façon de procéder, mais je pense que ça peut être pas mal d'aller plus en détail. Et on a préparé justement un schéma pour expliquer ça. Alors, je vais le projeter. Je vais peut-être le garder, ce schéma, du coup, et l'inclure sur mon site internet. Avec, avec plaisir. Il permet de bien visualiser ton processus de Ouais. création, de fabrication. Oui, et puis ça rentre ça rentre dans l'idée de la transparence aussi, qui est importante, en tout cas, dans ce qu'on fait. Exactement. Sûr. Voilà, donc je te propose de nous Donc, partager le processus. On voit que c'est de l'éco-conception puisqu'on est dans un cycle fermé, donc circulaire. exactement, tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à prendre connaissance de Circulaire, qui est une plateforme menée par deux copains assez géniaux qui ont quitté une grande entreprise pour faire le tour du monde de l'économie circulaire et qui aujourd'hui, du coup, sont le plus grand répertoire des initiatives à travers le monde dans toute l'économie circulaire et qui font le pont entre les startups, mais aussi les grands groupes pour créer vraiment un lien, pour trouver des solutions à grande échelle sur des problèmes industriels de pollution. Voilà, c'était pour la petite. Merci pour l'info. Donc, effectivement, le cycle de vie d'un produit Gaël Constantini, donc, eh bien, on commence par acheter et ou collecter eh bien, les différentes matières qu'on va privilégier en matière naturelle. Ces matières, on va les réceptionner à Paris. On va ensuite, effectivement, les trier par couleur et par matière.
On va les nettoyer avec des produits écologiques. D'ailleurs, on va certainement rentrer un nouveau partenaire qui s'appelle Washabi et qui propose des petites capsules. Ce sont des Français qui produisent une lessive française avec qui on va pouvoir collaborer sur tous les lavages de nos matières. Donc ça, on est trop contents. Après, donc, ces matières nettoyées sont envoyées à Calais. Elles sont contrôlées par l'atelier pour marquer à l'aide d'épingles ou de craie et bien les trous et les taches des différents tissus. Les pièces sont coupées une à une à l'atelier. Donc, ça, c'est une des problématiques, en tout cas, c'est qu'on ne fait pas de matelassage, donc on ne peut pas empiler les tissus pour en couper plusieurs d'un coup. Chaque pièce est coupée une à une. Donc, ça a un vrai coût supplémentaire. Donc, elles sont confectionnées à Calais par Concept Insertion. Elles sont réexpédiées à Paris. Elles sont contrôlées par Mes Soins à Paris, une à une. Et après, elles sont expédiées au client final. Et ce client final a donc la possibilité, une fois qu'il s'est lassé de son vêtement, de nous le renvoyer à nos frais, bien entendu, et contre un bon d'achat de 30% sur tout le site internet. Voilà. C'est la boucle est bouclée. Voilà, on ne peut pas faire plus éco-conçu, hein. Je pense que là, du produit, la matière est éco-responsable, et upcyclée, et en plus, tu encore derrière le récupères. Donc là, on a vraiment un concept 100% éco-responsable. On pourrait presque dire là que, en plus, avec l'insertion, le social, voilà. Donc vraiment, c'est hyper encourageant de voir ce projet-là, hein. Donc merci de nous avoir partagé. Il y a quelque chose où on n'est pas forcément. Enfin, moi, je ne suis pas non plus pour en communiquer ou sur cet aspect-là, mais comme on sait qu'on produit quand même des matières qui génèrent de l'énergie type électricité ou eau, parce que même si on en utilise moins qu'en produisant du textile, on en utilise quand même pour nettoyer, du coup, on achète des arbres. Voilà, pour compenser. Voilà. C'est bien. Vous avez tous les impacts positifs ouais. Pour l'environnement, le social, et pour nous aussi, consommateurs, de ne pas culpabiliser quand on achète. Voilà, super. Je propose que Maxime, toi aussi, tu nous parles donc du coup de ton fonctionnement, notamment comment sont sélectionnées les pièces qui sont proposées par vos partenaires de Crochon. Donc pareil, tu nous as aussi partagé un schéma que je vais diffuser. Oui, c'était l'infographie qu'on avait publiée en 2018, donc les chiffres sont peut-être un petit peu updatés, mais le principe reste le même. Tout commence au début avec le dépôt et la collecte des vêtements usagés qui sont plus mis, donc typiquement les vêtements que vous pouvez déposer dans une benne, que vous pouvez donner à des associations comme Emmaüs aussi, qui sont très engagées. Il y a un grand acteur en France qui s'occupe du recyclage, c'est EcoTLC, maintenant Refashion, qui recycle du coup chaque année. Donc en 2019, on était à 250 000 tonnes, plus de 210 000 tonnes de vêtements. 250 000 tonnes de vêtements, c'est énorme. Il faut imaginer que dans un kilo, il y a 3-4 t-shirts par exemple. Donc là-dessus, ça va aller représenter vraiment énormément de quantité de vêtements. Donc là-dessus, une fois que tous ces vêtements sont collectés, ils sont ensuite retriés dans des grands centres de tri. Il y en a beaucoup, par exemple à Amfreville, où on peut en trouver, pas loin de Rouen, la banlieue de Rouen. Il y a beaucoup de centres de tri qui vont aller faire ce travail, où ils vont aller trier justement les vêtements pour savoir, et les textiles de manière générale, pour savoir vers où on va les rediriger. Alors il y en a une partie qui est malheureusement en trop mauvais état pour être réellement réutilisée. Donc quand on dit en mauvais état, là, c'est pas les downcyclés, c'est vraiment, il n'y a aucune possibilité de les réutiliser. Mais vient ensuite deux grands concepts qui vont être soit la transformation, soit la réutilisation directe du textile. Et donc, dans la transformation, on va avoir l'upcycling, des marques comme Gaël qui font vraiment ce travail d'aller redonner davantage de valeur à des vêtements à travers des chutes de textile, à travers des vêtements qui sont recomposés entre eux et qui vont vraiment apporter cette valeur en plus, qui vont aller recréer de la valeur par-dessus.
L'aspect downcycling qui va être du coup donc ça va être les vêtements qui n'auront pas été détruits, mais qui pourront très difficilement être réutilisés, peut-être des tâches un peu complexes, des produits chimiques qui auraient pu aussi toucher les vêtements. Et donc pour ça, ils seront totalement downcyclés, c'est-à-dire complètement broyés, filochés, pour ensuite permettre d'aller créer des matières comme de l'isolant, etc. Et nous, on va rentrer donc à la fois sur cette boucle d'upcycling accompagner certains créateurs upcycling, mais aussi sur la boucle du coup de la réutilisation, de la remise en état sur le marché. Et donc là-dessus, en France, on va avoir quand même un quart de tous ces vêtements qui vont pouvoir être recyclés, être mis en vente sur le marché. Donc souvent, les vendeurs vont aller se sourcer directement dans ce genre de centre de tri quand on va accompagner des grandes friperies qui ont besoin d'aller sourcer en grande quantité des vêtements de qualité, ou alors sinon, tout simplement parfois en faisant du hand-picking, donc à la pièce, en allant chercher dans différents événements de vente professionnelle, parfois même dans des brocantes pour aller complémenter leur offre, qui vont aller chercher pièce par pièce les vêtements de meilleure qualité. Et donc tout ça, ça va contribuer du coup à ce recyclage. L'offre de Crochon va aller se centrer du coup autour de l'upcycling et de la réutilisation en France sur ce schéma. Et puis le reste, c'est essentiellement des vêtements qui sont soit envoyés à l'étranger parce que parfois le marché est trop saturé. Les filières aussi de recyclage textile sont tout de même dans l'ensemble assez sous-financées. Il y a un vrai contrôle des malus aussi là-dessus et qui est parfois pas totalement soutenu. D'autres acteurs professionnels qui n'ont pas forcément les financements nécessaires pour se développer à l'échelle voulue. Et donc on se retrouve aussi avec une partie de ces vêtements qui sont parfois envoyés à l'étranger. Et ça reste aussi un des gros fléaux qu'on aimerait combattre et arriver à faire en sorte que certains de ces vêtements qui sont en bon état puissent être aussi consommés en France. Donc là-dessus, ça participe aussi à toute cette boucle. Mais en attendant, pour le moment, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est essentiellement se concentrer sur ces aspects-là. Et il y en a déjà beaucoup des vêtements qui correspondent à tout ça. Donc on peut faire un calcul assez rapide, mais quand on voit que 59% des 250 000 tonnes sont réutilisées, là-dessus, il y a un quart qui est utilisable et remis en état sur le marché directement. Nous, on va se concentrer sur à peu près les 25 000 tonnes parmi cette première proportion de vêtements de très bonne qualité. Donc c'est là-dessus où le travail phénoménal est réalisé par nos vendeurs et par toute la chaîne industrielle en amont, qui est d'aller dire, OK, on va trouver les meilleurs vêtements à travers tout un processus de triage complexe. Et ensuite, on va aller pouvoir le remettre en état sur le marché avec une présentation claire, un réassainissement du vêtement et puis un envoi dans des normes aussi éco-responsables. Il est vraiment bien fait ce schéma, hein. C'est vous qui l'avez fait? Ouais, c'est Camille qui l'a fait. Ah ouais, il est vraiment bien fait. En tout cas, on va le partager dans le groupe Facebook pour ceux qui aimeraient le revoir et le garder parce que il est clair et on voit vraiment toutes les possibilités quand on recycle nos vêtements. Donc voilà, pour ceux qui ne recyclaient pas encore ou qui hésitaient, ben voilà, c'est là où vous voyez tout le potentiel que ça peut avoir de recycler ses vêtements. Donc, Tout à fait. Et c'est vraiment, ça contribue à nouveau, hein, j'en reparle, mais à ce tissu industriel, ce tissu commercial qui est nécessaire parce que derrière, il y a des gens qui travaillent dans les centres de tri, qui sont rémunérés convenablement. Il y a des gens qui vivent aussi, notamment les vendeurs qu'on accompagne, qui vivent clairement de leur activité. Et derrière, ça nourrit le fait de simplement, plutôt que de jeter à la poubelle ou de juste laisser dormir dans son placard des vêtements, le fait de recycler ces vêtements permet aussi d'aller faire vivre tout un tissu commercial et industriel en France. À Paris, c'est vrai qu'on en voit, on voit des vêtements un peu partout dans les rues, quoi. Ouais, clairement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, et on voit des chaussures et on les voit jetées dans les poubelles directement en bas des immeubles, et on les voit dans la rue de manière extrêmement sauvage, des sacs entiers, alors qu'il y a des bornes, effectivement, de la Libre du Tri, Fashion, qui est un peu partout. Tu as les bornes du Relais qui sont partout. C'est extrêmement simple à trouver. Il y a des je sais pas quelle en plus sur leur Oui, site. il y a de super cartes. Emmaüs Oui. aussi, ouais, tout à fait. C'est hyper bien géré au niveau du site, etc. Je sais pas ce qu'il faut, en tout cas pour que ces personnes-là elles prennent conscience, quoi. Éducation, sensibilisation. Oui, Plein de oui. choses à faire encore, hein. Sinon, on aurait 100% de recyclage et 100% de vêtements qui sont mis dans les bennes et pas, comme tu disais, dans la rue ou dans la poubelle, quoi. Ouais. Ouais. Mais l'État devra aussi à un moment financer justement ces acteurs pour Bien sûr. permettre de faire de l'éducation aussi là-dessus et permettre de faire en sorte que ça s'applique à grande échelle.
en effet. Mais comme les pubs qu'on voit sur le fait de ne pas jeter ses papiers par terre, Ouais, mais les mettre dans la poubelle, donc ça serait le même principe, quoi. exactement. Et en plus, les gens, on a l'impression qu'ils ont un peu des a priori sur le recyclage des vêtements, où ils se disent, on les donne. Moi, j'ai entendu cet argument-là plein de fois. On les donne, mais on a vu un reportage à la télé qui nous montrait que ça partait dans les pays sous-développés et notamment dans les pays d'Afrique et qu'ils sont revendus là-bas. Et du coup, on ne trouve pas ça normal en fait que nous, on les donne et que eux les vendent. Euh, et j'ai trouvé ça fou de se dire Bah, que ça je pense crée qu'il de la vaut mieux richesse quand quelque même. part, donc c'était C'est pas ça, mal. il vaut mieux que d'autres personnes les mettent, que ça soit à la poubelle et que ça pollue énormément. Donc, Oui, et puis ces collectes, il faut aussi les gérer. bien sûr, Ça a c'est de des la coûts. main-d'œuvre. Je veux Oui, dire, c'est pas gratuit. ouais, ça paraît assez logique. Et beaucoup de gens, en tout cas, sont assez sceptiques, pensent qu'il y a un vrai genre trafic, une vraie opacité, en tout cas, sur le fait de redistribuer les vêtements qui ont été donnés dans les bennes, quoi. Grâce à ce schéma, maintenant, on voit toutes les possibilités. Donc, ça, c'est super intéressant. Et ce que je vous propose, c'est de nous parler aussi des contraintes que vous rencontrez dans le développement de vos activités, justement, aussi bien dans la seconde main que l'upcycling. Est-ce que vous pouvez nous partager les freins ou les difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez encore aujourd'hui? Gaëlle, par exemple, si tu veux. Alors, nous, la contrainte première, moi, j'ai envie de dire que ça reste la quantité limitée de tissus par modèle et qu'on est, une fois qu'on a fait toutes les collections pour les magasins, on se retrouve des fois en début de collection avec un site internet où tout est en… Sold out. ouais, Tout vendu. Du coup, on est un peu là, bon, il va falloir refaire du coup des vêtements avec des nouveaux tissus, mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir les re-shooter. Donc, refaire un shooting, euh, euh, faire tout ce travail de mettre en ligne. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu frustrant à certains moments, mais malgré tout, ça reste aussi lié à l'échelle de la structure. Et je pense qu'avec plus de moyens, on pourrait stocker plus, trouver plus de tissus, stocker plus de tissus et fabriquer plus de vêtements aussi, sans doute. Après, le problème du matelassage, ça reste effectivement un problème parce que ça veut dire qu'on ne peut pas non plus vraiment industrialiser notre process parce que si on part du principe qu'on prend des tissus qui sont abîmés, on ne peut pas se permettre d'avoir des trous et des taches à l'intérieur. Donc, on est obligé de faire ce contrôle de qualité et de noter et donc de ne pas matelasser. Voilà, je pense que c'est vraiment les deux. Juste expliquer le matelassage pour ceux qui ne sont pas du textile. Alors, le matelassage, c'est le fait de superposer plusieurs couches du même tissu pour aller après, avec un ciseau électrique, couper plusieurs pièces du patron en même temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir couper on va pouvoir couper 20 pièces du même modèle sur un seul coup de ciseau. Et alors que nous, on Gagner va… du temps, forcément. Mais oui, beaucoup de temps. 20 fois plus de temps. Là, tu es obligé de faire, comme tu disais, découper un par un, quoi. Ouais, nous on fait un par un et c'est vrai que ça c'est quand même voilà, ça a un coût, ça a un coût de production voilà qui fait que effectivement les produits valent ce qu'ils valent aujourd'hui, quoi. Oui, c'est quoi? C'est dans ta gamme de prix, justement, j'ai pas montré les prix, j'étais pas dans la e-boutique, mais du coup, tes prix aujourd'hui sont autour de… Alors, il varie quand même beaucoup. Il varie en fonction de la quantité de matière qu'on a trouvée. C'est-à-dire que quand on va trouver beaucoup de matière, on a des prix qui vont être dégressifs aussi, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir en vendre plus dans la saison et du coup, atteindre notre point de rentabilité. Tout est un peu calculé comme ça à chaque fois, mais on va être l'été est moins cher que l'hiver parce qu'on a quand même beaucoup plus de possibilités de récupérer des draps et des choses un peu plus légères, en tout cas à l'été. Et on va être entre 109 € pour en haut jusqu'à 170 € pour une combinaison complète.
ou une robe. Et l'hiver, on va partir dans 150 € pour une blouse, par exemple. Ça va aller jusqu'à la pièce la plus chère. Ça va être les manteaux en laine vierge qui vont être à 514 €. Voilà. Ok. Ouais, bah, j'allais montrer vite fait le site pour que les gens puissent voir. C'est toujours mieux de voir à peu près. Voilà, comme ça, on peut montrer. On voit rupture de stock tout de suite. La doudoune, Julie, ça a été une doudoune qu'on a réalisée avec d'anciennes couettes d'hôtel. D'accord, ah ouais. Donc, on en a récupéré 30. Et Mhm. donc, on a fait 30 doudounes et voilà, il n'y en aura pas une de plus, quoi. Mais du coup, pour l'année prochaine, on va prendre des boutis. Donc ça, ce sera sur le site après, en recherche. Mhm. C'est des jetés de lit, des protège-lits, en fait, avec lesquels on va pouvoir faire les doudounes l'année prochaine. Et là, ton manteau, par exemple, Norma à 515 €, 514 €, c'est fait à partir de quel matériau? Alors ça, c'était des anciens rouleaux qui ont été donnés à Emmaüs il y a 5 ans, de la part d'une usine qui fabriquait notamment pour Kitsune, pour les petites, pour des marques comme ça. Et c'est une usine qui a fermé et qui a fait un don de rouleaux de tissu à Emmaüs, à Maison Alfort. Nous, on travaillait déjà avec eux parce qu'ils ont un atelier d'insertion à l'intérieur de leur centre de tri. Et donc, on avait fabriqué la première collection avec eux en 2017. Et donc, on a pu leur racheter, on a pu racheter auprès d'Emmaüs, du coup, des métrages de tissu dont ils ne se servaient pas. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ton manteau, il est à ce prix-là, si c'était fait, par exemple, par une marque, comme tu disais, Kitsune, il serait à combien alors le manteau, par exemple? Pour avoir une idée justement de... Je sais pas. Il serait plus... Non, c'est juste pour savoir si le fait que tu aies racheté la matière en upcycling fait que du coup... Je crois pas que ce soit vraiment la matière qui fasse D'accord, ok. le prix, c'est surtout là où est fabriqué le vêtement. Ok, ouais. Oui, parce que toi, tu fabriques en France et tout, et eux, pas forcément. Ouais. Ok. Non, c'était juste pour avoir une idée si ça a changé, ça pouvait potentiellement beaucoup changer ou Je pas. sais pas, je crois que Kitsune sont quand même plus chers, hein, je crois. Ok. Ok. Mais Bon, je regarderai. non, tu vois, c'est juste pour voir un peu, pour que les gens se rendent compte, finalement, d'acheter un produit upcyclé, fabriqué en France, par rapport à un produit, tu vois, qui peut être plus haut de gamme, mais finalement, on s'y retrouve au niveau rapport qualité-prix, par exemple, tu vois. Ouais, je vais regarder. Voilà. Ok, bon, voilà, vous pouvez regarder sur le site si vous voulez voir les autres pièces et les prix, voilà. Et aussi l'été, donc comme ça donne déjà une idée, un aperçu de ce que tu proposes. Ok. Et de ton côté, Maxime, avec tes associés, vous rencontrez quoi comme type de difficultés ou de problématiques? Même avec toute l'équipe, maintenant on est 9 à temps plein Ah oui, chez c'est vrai. Ah oui. non, il y a un gros problème, un défi logistique avant tout, l'unicité des vêtements d'un point de vue de qualité de l'offre et aussi de capacité de communication là-dessus. Et de l'autre côté, un peu contraint par cet effort logistique à constamment devoir checker les stocks et checker les inventaires. Nos vendeurs ont parfois aussi une présence sur d'autres plateformes, sur leur propre site ou même lors de nos événements physiques, vendent en physique et donc doivent mettre continuellement à jour les stocks. Ça, c'est un des gros défis. Alors, on est assez fiers de nous et de tous nos partenaires parce qu'on arrive à maintenir cette marge d'erreur très très basse, bien en dessous de toutes les plateformes de seconde main qui sont aux alentours parfois de 5-6%. Nous, on est à peine 1 à 2% en moyenne, donc c'est vraiment top. Là-dessus, ça doit être vraiment le gros enjeu majeur où on passe beaucoup de temps. On développe même nos outils technologiques en tenant compte de ce défi-là pour vraiment être sûr qu'à chaque fois qu'on achète une pièce sur Crushon, on soit en mesure de bien la réceptionner et puis de recevoir sa pépite le plus rapidement possible. Après, sinon, il est arrivé parfois en effet qu'il y ait eu quelques soucis de stock. On est maintenant en mesure, parce qu'on propose un peu plus de 26 000 pièces disponibles en continu sur la plateforme, on est maintenant en mesure d'aller trouver des pièces similaires assez rapidement et puis de pallier ces problèmes. Mais en tout cas, c'est un des gros points où nous, on continuera à investir de plus en plus de temps, d'efforts pour, de un, éduquer tous les vendeurs de la Crushon Family à ça, et de deux, leur fournir les outils nécessaires pour aussi bien assurer une gestion des stocks qui soit nickel, quoi.
C'est le prix un peu à avoir des vêtements uniques. Ok. C'est clair. Et maintenant, je vous propose qu'on parle des impacts positifs que vos entreprises elles ont au quotidien sur la planète, voilà, sur le social. On a vu que tu avais un rapport d'impact, justement. Maxime, on peut le montrer, si tu veux? Ouais, carrément. Je t'avais bien envoyé le lien, hein, je Oui, oui, pense. je l'ai. Je vais le montrer. C'est un petit dossier. Carrément. Ouais, on a fait un petit dossier. Alors, on avait fait toute une analyse d'impact sur toutes les ventes de l'année 2020. On est parti d'un double rapport de l'ADEME et de Fashion Revolution pour aller déterminer en fait l'impact en termes de matières premières, d'eau économisée et puis d'équivalent CO2 économisé en privilégiant en 2020 la seconde main par rapport à la première main sur Crochon. Et on s'est rendu compte que vraiment un acte aussi basique en fait que d'acheter un produit de seconde main plutôt que d'aller acheter quelque chose qui a été fabriqué très récemment va aller nous permettre d'économiser énormément de matières premières et notamment d'eau. Donc en 2020, alors que Crochon se développe très bien, mais on n'est pas encore des géants industriels, mais pour le coup, on a pu économiser tous ensemble avec toute la communauté plus de 47 millions de litres d'eau en Ah 2020. ouais, c'est énorme. Ouais, totalement. Mais en allant écouler quasiment 10 000 pièces sur l'année. Donc ça vous donne aussi un ratio. Il y a énormément de litres d'eau. Rien que pour un jean, on a besoin de quasiment 7000, 7500 litres d'eau pour le produire, le laver, enlever les produits chimiques aussi qu'il y a dessus. Et c'est de l'eau qui n'est pas ensuite réutilisable pour la plupart. Donc là-dessus, ça nous tenait à cœur de produire ce premier rapport d'impact compréhensif, diligent et complet pour être en mesure aussi de bien montrer quelle force ça a de simplement consommer seconde main et de faire un tout petit peu plus attention à cet aspect écologique aussi dans l'achat. L'idée étant de montrer justement le potentiel aussi derrière. Il y a 26 000 pièces sur Crochon. Je mets au défi quelqu'un de ne pas trouver la pièce qui lui convient, même quelqu'un qui n'a jamais acheté de seconde main et qui n'est pour le moment en tout cas pas attiré par ça. Il y a suffisamment de pièces pour trouver son bonheur et en l'occurrence, c'est des pièces de bonne qualité qui permettent de vraiment avoir un effort écologique derrière. L'idée pour l'année prochaine, c'est quand même aussi de pouvoir être en mesure d'aller intégrer l'aspect aussi social, parce qu'à travers notre activité, on permet à des vendeurs de vivre de leur activité, ne serait-ce que juste en ligne. Sur l'année 2020, on a reçu beaucoup de messages, tas de messages d'amour et de remerciements qui nous ont fait chaud au cœur tout au long de l'année de la part de nos vendeurs, parce que pour la plupart, certains étaient extrêmement dépendants au canal physique, et le fait de pouvoir vendre en ligne leur permet aussi d'assurer une activité et puis derrière faire vivre aussi d'autres personnes. Des personnes parfois qu'ils embauchent, ça crée aussi un emploi qui est assez fort. Donc l'année prochaine, on a prévu d'aller intégrer aussi une dimension sociale à cet impact, et on s'est fixé l'objectif d'atteindre les 200 millions de litres d'eau économisés pour 2021. Donc, challenge accepted. Wow. Oh, bah, combien de vêtements ça représente du coup, 200 millions de litres d'eau? Beaucoup d'eau. Ça représente beaucoup d'eau. Franchement, je ne pourrais pas donner d'équivalent en fait, tellement c'est gigantesque. Mais pour le coup, on pourrait faire un calcul assez rapide en prenant justement cet outil, cette unité de mesure que seraient les 7500 litres d'eau pour un jean. Et on atteindrait à peu près. Ouais, c'est ça. On atteindrait à peu près 500 et quelques jeans qui seraient juste supprimés. Ah non, j'ai fait 4 millions de. 5600 jeans qui seraient produits à la chaîne dans une énorme bassine. Oui, j'allais dire parce que j'étais en train de regarder ton site, justement, Gaël, que tu nous dises aussi tes impacts. Et toi, tu as 398 pièces pour 1 426 000 litres d'eau. Donc, 47 millions, Voilà. c'est forcément un peu plus quand même. C'est clair. Oui, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, je vais partager l'écran pour que tu puisses nous parler de tes impacts, Gaël, positifs. Eh ben, c'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps de faire le rapport d'impact de notre année 2020. Mais du coup, 2019. Donc on est sur 2019. Et alors, attends, je vais le reprendre avec toi. Bah oui, du coup, tu l'as partagé. Oui. Eh bien, alors en fait, il y a deux aspects qui sont importants. Il y a effectivement l'aspect des ressources sur notre planète qu'on a réussi à économiser. Mais il y a aussi l'aspect solidaire et social avec les ateliers d'insertion qui est du coup tout autant important.
Et c'est des témoignages en fait de personnes qui aujourd'hui ont réappris un métier, se sont réinsérées dans la société, ont pu avoir des formations qualifiantes et sont repartis en tout cas avec un petit pied à l'étrier et avec un savoir-faire français qui va pouvoir redynamiser la production sur le territoire. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Et ça fait du bien aussi d'avoir les ateliers au téléphone, de garder ce contact et se dire qu'on fait du bien à tous ces gens autour de nous. Et c'est une vraie motivation au quotidien. Et sinon, effectivement, en termes de ressources, nous, ce qui nous importait en premier lieu, effectivement, c'était l'eau. Parce que moi, je pense que c'est vraiment celle qui va nous manquer le plus rapidement possible. Le plus rapidement, pardon, pas possible. Le plus rapidement dans les décennies qui arrivent. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que pour produire une pièce, c'est énormément de quantité d'eau. Et nous, on l'a ramené effectivement à des douches. Et avec 398 pièces vendues, on a économisé 1 426 000 litres d'eau. Mais ça représente aussi 20 381 douches ou 26 ans et demi de consommation d'eau d'un Français. Et voilà. Et ce n'est que 398 pièces. Donc, c'est fou, hein. voilà. Si on rajoute simplement un zéro, ce qui se fait, en tout cas, ce qui pourrait se faire facilement avec l'industrie traditionnelle. Hein. Et c'est vrai que c'est énormément d'eau, en tout cas, qu'il C'est vrai faut que aujourd'hui. c'est une bonne unité de mesure pour arriver à bien se rendre compte de tout ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai fait le rapport d'impact, ça a suivi en tout cas notre crowdfunding qu'on avait fait en 2017. Et on avait vendu un petit peu moins de pièces. Et je suis tombée, j'ai refait les calculs 3-4 fois dans les formules Excel des tableaux en me disant mais c'est pas possible. Et en fait, si, ça va tellement vite. Ça va tellement vite parce qu'on utilise tellement de litres d'eau que c'est assez aberrant en réalité. Ce qu'on retient finalement de Second May Upcycling, c'est l'impact sur l'eau, quoi. Enfin, l'environnement direct. Là, c'est concret, en fait. Ouais. Là, c'est Complètement. c'est précis. Voilà, donc au moins, ça nous permet de nous prendre conscience, en fait, pour tous ceux qui nous regardent, de ce que ça change de prendre la seconde main, l'upcycling et de recycler ses vêtements. Ouais, c'est clair, bien sûr. Et donc, c'est quoi vos prochaines étapes pour développer vos activités? Alors, il y en a réellement 2. Donc déjà, j'ai très envie de sortir une ligne de vêtements qui soit 100% digitale et qui va s'appeler GC l'essentiel. GC pour Gaëlle Constantini, mais c'est aussi GC pour j'essaye de m'y mettre. J'essaye de passer le cap et d'acheter des vêtements durables et responsables. Et c'est une ligne qu'on retrouvera uniquement sur le e-shop et qui sera le vestiaire saisonnier pour l'été prochain. J'espère avoir le temps de la sortir pour l'été. Et ce sera vraiment quelque chose qui sera très lié à la saisonnalité, aux activités qui sont liées à la saison. Et ce sera le vestiaire intemporel, les 5 pièces qu'on aura toujours envie de porter, en tout cas. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est de se dire que comme on a un impact qui est tant positif, on se doit de faire grandir le projet. Et donc, on est accompagné par les Audacieuses Paris pour faire notre première levée de fonds cette année. Donc, on croise les doigts. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, on a toutes les clés, en tout cas, et on a la bonne formule. S'il nous manque que des fonds pour faire grandir cet impact et faire encore plus de bien, on va aller les chercher. Voilà. On te souhaite que tu trouves et que
tu fasses tes 3980 pièces. Oui, j'espère aussi. Ouais, super. Et toi, Maxime, alors c'est quoi les prochaines étapes avec ton équipe? Alors nous, on a déjà du coup validé notre deuxième levée de fonds là récemment avec en sursouscription en fait de nos actionnaires historiques, ce qui nous permet d'aller assez sereinement sur 2021 avec l'objectif qu'on avait déjà en tête depuis quelques mois, étant donné qu'on a une traction qui est assez forte en Belgique notamment. On a pas mal de commandes qui viennent de là-bas, alors qu'on n'a pas encore vraiment investi ni même organisé de lieux sur place, d'événements sur place, sur des lieux sur place. Et en l'occurrence, l'idée sera d'aller donc très rapidement vers le Benelux avec un event, on l'espère, à Bruxelles aussi pour lancer un peu toute cette nouvelle cadence. Accélérer comme ça le développement dans tout le nord de la France notamment. Continuer bien entendu à aller en parallèle chercher de plus en plus de vendeurs et des créateurs et tous ces définisseurs de tendances de la mode de seconde main partout en France. Mais en tout cas, renforcer ses positions dans le Benelux où on a vraiment cette première traction qui est assez forte. Et le deuxième aspect, ça va être de renforcer bien entendu notre technologie. Donc on est déjà en train de travailler sur une nouvelle plateforme en ce moment qui deviendra bientôt live d'ici quelques semaines. Donc stay tuned. Et en l'occurrence, on travaille aussi sur des outils technologiques plus performants, plus puissants pour permettre aux vendeurs aussi d'avoir toujours plus de visibilité en ligne, un meilleur matching aussi avec les goûts de nos utilisateurs finaux. Et donc c'est là-dessus où on permettra aussi justement, on en parlait, à l'industrie de se professionnaliser. Et donc ça reste aussi notre but à plus long terme pour démocratiser la mode vintage. Ok, ben pareil, on te souhaite plein de succès à votre équipe aussi pour continuer à économiser autant d'eau. Yes. Alors, en plus, j'ai fait le calcul de la douche, ça fait 682 000 douches, donc ça fait quand même beaucoup de douches dans une vie. Hein. Ah ouais, non. Ouais. Bah, c'est toute une famille. Hein, Oui, c'est ça. Là, C'est puissant, c'est plusieurs générations. c'est ça. C'est comme les vêtements qui font porter sur plusieurs générations. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce talk show. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, merci encore d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre dans quelques instants. Et pour conclure, je vous propose de me dire ce que vous pensez du futur de la mode. Est-ce que vous pensez que ça va reposer justement sur la seconde main et l'upcycling? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue? Gaëlle. Moi, je dis oui. Oui, évidemment. Oui, évidemment, tant qu'on n'aura pas trouvé de matières premières qui n'aient pas un impact zéro, il faut croire que c'est les solutions qu'il faut privilégier. Et moi, j'irais même encore plus loin. Je dirais que si une marque n'a pas réfléchi à la circularité de son produit, c'est-à-dire que si elle n'est pas biodégradable, si elle n'est pas recyclable, si elle crée vraiment de la pollution qu'on ne peut pas en tout cas compenser, elle n'aurait pas le droit d'exister, en tout cas à notre époque, parce que je pense clairement que le temps de la créativité au détriment des autres espèces et des personnes qui confectionnent ces vêtements, c'est révolu. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Exactement. Mais on voit de plus en plus de marques, justement, les créateurs, les entrepreneurs qui se lancent. Maintenant, c'est automatique, quoi. Ils y pensent tout de suite. C'est quand même devenu quelque chose qui est rentré, quoi, dans les consciences. Les écoles de mode, même les écoles de mode, on a beaucoup plus. On a vraiment des demandes pour intervenir auprès des écoles de mode. Les étudiants sont devant la porte pour venir faire des stages. J'ai des demandes tous les jours de stagiaires. Ils veulent savoir, comprendre comment on fait pour faire les choses mieux, bien, proprement. Bon, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. C'est la génération future qui va... C'est ça. C'est ceux qui arrivent. Ça y est, je suis vieille. Voilà. Tu fais partie, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu fais partie de ces... Vous avez fondé ça, vous étiez encore en études ou vous sortiez des études justement quand vous avez lancé Crush On? Oui, en l'occurrence, on était encore à Sciences Po à ce moment-là. Moi, j'ai 24 ans là, je vais avoir bientôt 25. Mais en l'occurrence, on a lancé ça. Non, mais Gaëlle a totalement raison là-dessus. C'est aussi la mobilisation des jeunes dans un premier temps, mais ça doit même venir à plus grande échelle. Je suis aussi assez optimiste sur le futur de la mode. Je la vois circulaire en tout cas, mais ça dépendra seulement de
de consommateurs, donc vraiment des personnes qui peuvent nous écouter, vous ce soir, comme de nous aussi, les acteurs de la mode circulaire qui doivent aussi continuellement se renouveler, se professionnaliser, faire face à des logiques assez puissantes d'inertie aussi de certains acteurs de la fast fashion et de la première main. Ça va devenir de plus en plus récurrent, étant donné que la seconde main va prendre de plus en plus de place. Mais si on reste aussi unis, cohérents et qu'on arrive à avancer ensemble, la mode de demain sera forcément une mode de seconde main. Oui, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup. Ouais. Je regarde un peu les commentaires. Donc, on a eu une remarque, je crois. Regarde, bon, des bonjours. Et une personne, Lisa, qui a exprimé une remarque. Ce qui l'inquiète, c'est le nombre de personnes qui commencent à vendre du vintage juste parce que c'est à la mode et que ça marche, et non par aspect écologique. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette remarque? Il y a vraiment cet aspect aussi qu'on peut aller reprocher sur Vinted, de vouloir parfois créer un peu son business en allant vendre, même parfois en allant faire passer certains produits pour du vintage alors que ça l'est pas. Après, on ne peut pas forcément jeter la pierre à ceux qui voient aussi un intérêt économique. On ne connaît pas forcément les situations personnelles de tous et de chacun. Je pense que si les personnes ont cette passion au moins de chiner, c'est aussi un truc qu'on ne peut pas forcément reprocher. C'est aussi la beauté du métier, je dirais, parce que ça va vraiment prendre ces trois aspects. On en parlait, mais l'aspect environnemental et à bas prix, mais aussi l'aspect stylistique. Donc, si c'est vraiment l'aspect stylistique qui parle aux vendeurs, soit, bien s'en fait, mais l'idée derrière est de pouvoir bien assurer que c'est des pièces de qualité, que c'est vraiment du vintage de qualité, de la seconde main qui a été produit dans des conditions aussi respectables. Et pour le coup, une fois que tous ces critères sont bien notés, l'acte d'achat et puis l'acte de revente reste tout de même un acte environnemental et engagé. En lui-même. C'est ça. Disons que À l'origine de la première volonté du vendeur. ça le nourrit indirectement, on va dire. C'est ça. Ah bah, Lisa réagit, elle est utilisatrice de Crushon et elle est très contente. Ah Voilà. bah super, on est ravis en tout cas. Ah oui, elle fait une remarque, c'est vous trouvez du AliExpress marqué vintage, c'est révoltant. Voilà, ok, Ouais, c'est ça. c'est vrai que ce genre de choses, vraiment, on fait vraiment attention, notamment quand nous-mêmes on va aller démarcher les vendeurs, ou même quand ils viennent nous voir, on prend vraiment le temps d'aller analyser leur page Instagram, parfois s'ils ont un site ou une page vitrine, on prend vraiment ce temps-là parce que c'est en effet assez révoltant de faire passer du vintage en revanche, de faire passer de la seconde main, ou même parfois faire passer des marques qui sont pas upcycling pour de l'upcycling. Là, c'est tromper le consommateur, donc Ouais, on repose une autre logique, tout à fait. clairement. Mais merci Lisa pour ces super remarques. Est-ce que tu voulais rebondir, Gaëlle? Non, mais je crois que C'est de dit. toute façon, Maxime est expert. Voilà, c'est ça. Mais non, après, c'est vrai que après, c'est vrai que le sujet est vaste. Il y a énormément de domaines à aborder. Ne serait-ce que dans l'upcycling, est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on est une vraie solution quand on récupère des rouleaux de tissu de marques qui en ont pas forcément quelque chose à faire de l'écologie, mais on devient juste une solution, du coup, qui est en plus rentable pour eux puisque ils ne payent pas d'amende à la destruction de leur matière, mais en plus, du coup, des fois, ils la revendent. Est-ce que ça devient... Mais voilà, et en plus, ils finalement ne changent pas leur process parce qu'ils ont trouvé une solution qui finalement, en plus, un gain d'argent. Donc, c'est vrai que le principe de l'upcycling, voilà, ça va devenir controversé, je pense. En tout cas, dans la matière qu'on décide d'utiliser ou pas, quoi. C'est vrai. En attendant, L'importance de la transparence aussi. C'est pour ça que démarche aussi très bien d'avoir pris, même au moment où ça peut paraître pour certains pas des quantités énormes, mais quand on vend déjà 300 produits, voilà l'aspect, voilà l'approche environnementale que ça apporte, voilà où je me suis sourcé, toute cette transparence est hyper importante. Ouais, c'est clair. C'est et clair. surtout quand on voit ces personnes qui utilisent et qui détournent en fait et qui mentent. Donc là, ça va demander encore une fois de la transparence, même sur l'upcycling, quoi. Ouais. Et la seconde main. Donc super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé vos expériences et comment ça se passe dans les coulisses justement de vos projets, parce que c'est important, je pense que pour les consommateurs,
de comprendre tout ça et d'avoir conscience finalement de tous ces enjeux-là et des impacts aussi, de se rendre compte que oui, ça a vraiment un impact positif. En tout cas, si vous êtes intéressé de retrouver les projets de Maxime et de Gaëlle, vous pouvez aller sur le site gaelleconstantini.com et sur Crushon App avec 2p.com. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le guide de la mode éco-responsable, il est toujours disponible sur le site de la FNAC ou sur le site de Place des Libraires et sur notre site modeécoresponsable.com pour avoir plus d'informations. Et bien voilà, donc je pense qu'on pourra clôturer notre talk show. Et je vous donne rendez-vous pour le replay sur Poesia Channel et pour un prochain épisode très bientôt, le 28 janvier. Voilà. Merci Merci à toutes et à tous d'avoir été là. et bonne année. Et bonne année, oui. Le meilleur à chacun. Le meilleur à chacun. Au revoir. Au revoir. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!